Sud Radio, l'invité politique, Jean-Jacques Bourdin. Il est 8h35, nous recevons Éric Ciotti, député des Alpes-Maritimes et président de l'UDR. Éric Ciotti, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors vous avez réagi, toute la classe politique a réagi à l'idée lancée hier matin sur TF1 par la ministre du Travail, Astrid Panosyan-Bouvet. De quoi s'agit-il pour combler une partie du déficit de la sécurité sociale et financer le grand âge, dans tous les cas contribuer à l'amélioration du budget. Elle propose de mettre à contribution les retraités qui touchent des pensions supérieures à 2000 ou 2500 euros. Qu'en pensez-vous ? J'y suis totalement opposé. Je pense que c'est une nouvelle folie fiscale qui s'inscrit dans cette logique où dès qu'il y a un problème, la seule réponse de ceux qui sont animés par une paresse intellectuelle, c'est de taxer, de toujours taxer. Le pays va mal, très mal. Nous sommes accablés de déficits, de dettes. Il y a beaucoup de défaillances d'entreprises. Mais la seule réponse du gouvernement, comme de son prédécesseur, comme de ses prédécesseurs, c'est toujours d'augmenter les impôts. Alors, si on remet tout cela en perspective, rappelons quand même que la France est le pays au monde où l'on paie le plus d'impôts. C'est aussi le pays au monde où les retraités sont les mieux traités, si je peux dire. Ça, je ne sais pas s'ils sont les mieux traités, mais pour moi, quand on a travaillé toute une vie, qu'on a payé des cotisations, il y a une forme de contrat social. Et changer les règles du jeu en cours, ça me convient pas. Si on dit aujourd'hui aux personnes qui travaillent, voilà, vous avez des choix de retraite qui sont sur la table, et notamment, moi, j'ai des réponses en matière de capitalisation. C'est un choix, mais ceux qui ont travaillé toute une vie, souvent très dur, et qui, au moment où ils aspirent à ce moment de paisibilité, de retraite, changer les règles du jeu, je trouve que c'est d'une injustice profonde. D'autant que je rajoute sur les retraités qui sont dits aisés, que Emmanuel Macron, dès qu'il est arrivé en 2017, rappelez-vous, avait augmenté la CSG d'1,7 point. Ça faisait une augmentation d'environ 15% de la CSG, c'était pas rien. Il était revenu au moment des Gilets jaunes pour une partie des retraités, mais pour les plus modestes. Donc ceux dont parle Madame Panosyan-Bouvet, ils ont déjà été taxés en 2017. Mais Éric Ciotti, est-il logique que les retraités, tous les retraités, quel que soit le montant des pensions, bénéficient d'un abattement fiscal de 10%? C'est une règle fiscale qui existe, ça fait partie encore de ce contrat. Règle, ça peut être effacé. Oui, mais moi personnellement, et ça c'est un choix politique que j'assume, je ne souhaite pas qu'elle soit effacée. Vous savez, il y a beaucoup d'autres sources d'économie. J'en ai proposé, vous le savez, mais notamment sur les droits que l'on donne aux étrangers qui ne travaillent pas dans notre pays. Moi, je préférerais, comme nous l'avions proposé d'ailleurs avec Bruno Retailleau, il n'y a pas très longtemps, il y a 1 an, dans la loi immigration, que les étrangers qui sont en France, qui arrivent et qui, dès le premier jour, perçoivent des allocations familiales et des allocations logement, si simplement on disait à ces personnes qu'elles ne percevront pas dès le premier jour, mais au bout de 5 ans, c'est déjà le cas par exemple. Même si elles travaillent ? Je dis celles qui ne travaillent pas. On est bien d'accord. Les contributions, comme les allocations familiales, elles sont destinées à tout le monde. Donc ce ne sont pas des contributions, elles ne sont pas contributives. Quand vous travaillez, vous payez des cotisations, vous avez droit naturellement à la sécurité sociale, au chômage, aux retraites, c'est normal. En revanche, quand vous ne travaillez pas dès le premier jour, vous arrivez en France, vous mettez le premier pied sur le sol national, vous percevez les allocations familiales et les allocations logement. On avait calculé à l'époque, avec Bruno Retailleau, d'ailleurs, je lui rappelle cette proposition pour pas qu'il oublie. Vous lui demandez de la remettre sur la table. Et je demande qu'on la remette sur la table. Ça faisait une économie de 7 milliards d'euros par an. Avant de solliciter ceux qui ont fait la France, nos aînés, nos anciens, à qui moi je veux dire ma reconnaissance, il y a d'autres solutions. Oui, mais Laurent Wauquiez lui-même dit les retraités, ce n'est pas un groupe homogène. Ils épargnent plus que le reste de la population.
Oui, oublions les retraités. Alors. Ils ont une épargne parce qu'ils ont travaillé toute leur vie aussi. Bon. Moi, je ne veux pas sanctionner ceux qui ont travaillé. Est-ce que puisqu'on parle de travail, est-ce que vous êtes favorable à pousser les Français, à obliger les Français à travailler 7 heures de plus par an? Moi, je ne sais pas s'il faut 7 heures de plus, mais globalement, il y a un constat. On travaille assez ou pas? La France travaille pas assez. Très clairement. Donc il faut faire travailler plus. Très clairement. Il y a l'erreur des 35 heures. Vous savez, notre pays, hier soir, j'avais un grand colloque. Il y avait un économiste qui a été ancien directeur général des impôts c'était sous Lionel Jospin, je crois. Donc, qui nous disait que le coût de la retraite à 60 ans, ça c'est le travail sur la durée de la vie. C'est l'équivalent de 1700 milliards d'euros de dette aujourd'hui. Je sais. Si M. Mitterrand n'avait pas mis la retraite à 60 ans, on aurait plus de la moitié de la dette en moins. Mais vous êtes allié avec quelqu'un qui veut mettre la retraite à 60 ou 62 ans. On a aussi l'autre erreur, c'est les 35 heures. Oui. Voilà. Donc et je rajouterai le nucléaire de François Hollande. Ce sont les trois erreurs historiques. Oui. Portés par les socialistes qui ont affaibli notre pays. Sur la différence avec le Rassemblement national, et je l'assume, nous sommes alliés, nous avons porté, et je l'ai souhaité en cassant ce pseudo-front républicain d'une stupidité absolue, j'ai porté une alliance. Mais une alliance ne veut pas dire qu'on est pareil. Vous n'êtes toujours pas sur ce terrain-là, sur la même longueur d'onde. Je n'ai pas voté à l'Assemblée nationale la proposition de loi sur l'abrogation de la réforme Borne. Je l'assume. Je considère qu'il faut aujourd'hui que, compte tenu de l'évolution démographique, compte tenu du fait que l'on travaille moins que la plupart des pays de l'OCDE, que la durée annuelle du travail est beaucoup plus faible que la plupart de nos grands concurrents, il faut, oui, travailler un peu plus sur la durée de la vie. Par an, vous n'êtes pas contre. Alors, là encore, c'est une mesure un peu gadget qui n'a pas été réfléchie. Je pense que là encore, quand on voit les dépenses qui sont faites, que le gouvernement refuse de faire des économies, faisons d'abord des économies. Bon, est-ce que vous êtes le Milley français ? Écoutez, est-ce que vous savez manier la tronçonneuse ? Oui, je sais manier. C'est dangereux la tronçonneuse. Je sais que c'est dangereux. Un doigt, vous savez, une jambe. Mais je sais la manier. Je suis issu du monde rural et il m'est arrivé de l'utiliser dans mon village de Saint-Martin-Vésubie. Mais plus sérieusement, Milley. On ne peut pas comparer les pays, il y aura le même débat avec Trump, avec les États-Unis, mais il y a des inspirations, il y a une volonté. Et la volonté qu'il exprime, c'est de dire, et d'ailleurs, ça a eu des résultats extraordinaires en peu de temps, c'est on fait des économies. On fait des économies, la croissance est de 4%. Oui, mais 53% des Argentins vivent sous le seuil de pauvreté. Oui, mais pardon. Et 27% de la population ne peut pas payer son gaz et son électricité. C'était déjà le cas avant. C'est un pays qui était en faillite, qui a retrouvé un excédent budgétaire, qui a retrouvé de la croissance. 2024, presque 5% de croissance. Presque 5% de croissance. Eh bien, nous verrons l'année prochaine. Moi, je vous fais le pari, on se retrouvera dans un an. Riches. Non, on verra pour les plus pauvres. Eh ben nous on verra pour les plus pauvres. Moi, je pense que justement, baisser les dépenses inutiles, c'est enlever les freins à la croissance. C'est ce que nous avons voulu faire parce que moi, j'ai proposé un plan très audacieux. Vous voulez que je vais entrer dans votre plan. Comme ça, vous allez m'apporter des précisions. Volontiers. Alors, 2 niveaux de collectivité. Vous dites commune et province. Terminer les départements, les régions et les métropoles. Absolument. 2 niveaux seulement. 2 niveaux. Je crois qu'aujourd'hui, on crève de ce millefeuille territorial qui est devenu illisible. Même, je suis élu local, je suis élu départemental, j'ai présidé le département des Alpes-Maritimes. On ne comprend plus rien. Que fait la métropole? Il y a des routes, ça s'arrête au milieu. Que fait la région? Que font les intercommunalités? Vous savez, on a créé les intercommunalités, la Cour des comptes l'a dit. L'idée était de dire, on mutualise les communes. On additionne les compétences. Par exemple, l'enlèvement des ordures ménagères, c'est plus la commune, c'est l'intercommunalité. Donc, en théorie, Jean-Jacques Bourdin, les emplois qu'on a mis dans l'intercommunalité, on ne devrait plus les avoir dans les communes. Or, c'est l'inverse qui s'est passé. L'intercommunalité, les métropoles notamment, j'en ai une à Nice, ont créé
presque 400 000 nouveaux fonctionnaires dans notre pays. Donc il faut aller vers la simplicité. La commune, parce que tout le monde y est attaché, c'est où l'on vit, on connaît son maire. Et de l'autre côté, une autre grande collectivité qui prendrait toutes les compétences des régions, des départements, des métropoles. C'est Michel Debré qui avait proposé ça en 1947 et Édouard Balladur en 2007. Ils avaient même, Michel Debré avait fait le découpage de ces provinces. En plus, j'aime ce mot de province, parce qu'il y a tellement de mépris de la part de Paris pour les provinces que ça réhabilite aussi l'égalité de nos territoires. Bien, vous proposez de supprimer les ARS, les rectorats, suppression en 5 ans de 100 000 normes, suppression de la loi SRU, du principe de précaution, ça c'est Jacques Chirac, des ZFE, de la loi Dallot sur le droit au logement opposable, de l'encadrement des loyers, moratoire sur les fameuses DPE, ça c'est pour les logements. Vous proposez de supprimer le CESE, de redresser le nombre de ministres, de réduire, pardon, le nombre de ministères à 10, de réduire de 30% le parc immobilier de l'État et de diviser par 2 les budgets de l'aide au développement et de l'audiovisuel public. Vous avez parfaitement résumé. Oui. Sur les rectorats, par exemple, oui. Je dis je veux créer les provinces. Oui. Je veux la même organisation telle qu'elle est pour les collectivités locales, pour l'État. C'est-à-dire un préfet par province qui dirige toute l'administration. Donc les services de l'éducation nationale aujourd'hui. Vous savez, il y a un inspecteur d'académie et il y a un recteur. On ne sait pas ce que fait le recteur par rapport à l'inspecteur d'académie. Nous le vivons au quotidien. Donc le préfet serait le seul patron. Sur la santé, il y a des agences régionales de santé. On l'a vu pendant la crise du Covid. Finalement, c'est les préfets qui ont repris la main. Donc je dis une tête unique. Collectivité, la province, en face, il y a l'État, avec sans doute moins de pouvoir. Moins de pouvoir. Non, mais comme c'était le cas avant. Comme c'était le cas avant. Et après, on enlève toutes ces structures, l'OFB qui pourrit la vie des agriculteurs. On enlève l'ARCOM qui est une atteinte à la liberté. Aujourd'hui, toutes ces règles sur le logement, on a des millions de Français qui n'arrivent pas à se loger. Et on accumule des règles qui vont encore enlever des logements sur le marché. Moi, je crois à la liberté du marché. Je crois à l'incitation. C'est pas par la contrainte, c'est pas par des mesures venues de Paris où on va dire à des pauvres gens qui ont une vieille voiture qui ne pourront plus rentrer dans le cœur des villes. Mais c'est une discrimination sociale insupportable. Bien. Montant de ces économies, ça représente quoi comme économie? On a chiffré ça à autour de 120 milliards d'euros par an, donc c'est-à-dire 600 milliards d'euros sur 5 ans, et un gain de croissance, parce qu'on va agir sur les deux niveaux. On baisse les dépenses et on veut augmenter la production. Parce que aujourd'hui, dans toutes les réponses, notamment sur les déficits, si on augmentait la production, on est un pays où on ne produit plus assez. La richesse par habitant, c'est-à-dire ce que produit chaque Français, c'est considérablement affaibli. En 1980, on était au niveau des États-Unis. Un Français produisait autant qu'un Américain. Aujourd'hui, c'est 50% de moins. Pareil pour la Suisse, c'est-à-dire qu'il faut qu'on reproduise 20% aujourd'hui de notre production, de nos emplois, la production industrielle française. 80%, elle est faite à l'étranger. Ça, c'est pas normal. Oui, mais produire. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de normes, c'est bien, trop de mais règles, il faut vendre aussi. trop d'impôts. Il faut vendre. Pour vendre, il faut être compétitif. Oui, je vais y revenir. Pas avoir. On est dans une compétition avec des boulets aux pieds. Combien de fonctionnaires licenciés? J'ai pas un objectif chiffré parce que chaque fois qu'on a dit ça, ça n'a pas marché. C'est François Fillon qui voulait licencier. D'abord, c'est pas licencier. Ce que voulait faire François Fillon, c'était que, comme l'avait fait Nicolas Sarkozy, qu'on remplaçait pas certains départs à la retraite. Un fonctionnaire, de par son statut, ne peut pas être licencié. Il est naturellement protégé. Mais je dis par exemple les agences. On a ces 1200 agences et institutions. Combien de suppressions d'emplois de l'État. Ça fera sans doute par an quelques dizaines de milliers. Si on supprime ces agences, mais c'est pas une logique du rabot. Il y a des endroits où il faut plus de fonctionnaires. Je pense à la police, je pense à la santé. Et on a mis une règle aussi dans le plan, c'est de dire que les fonctionnaires, 4 fonctionnaires sur 5 à minima,
ils sont dans le cœur de leur métier. C'est-à-dire que dans la santé, on a 4 soignants sur 5 devant les malades. On diminue l'administration administrante, celle qui aujourd'hui, c'est elle qui a grossi au détriment de l'efficacité. Je veux moins de gens dans les bureaux et plus de gens devant les élèves dans l'éducation nationale, devant les malades à l'hôpital et dans la rue pour les policiers. Est-ce que vous voterez la censure, le budget ? Je m'interdis rien. Aujourd'hui, ce budget, il part très mal. On voit pas les économies. On nous dit qu'il y a 30 milliards d'euros d'économies, mais je suis bien incapable d'en documenter une. Par contre, on commence à revoir les impôts. Il y a ces 8 milliards sur les sociétés, de surtaxe de l'impôt sur les sociétés. C'est une erreur majeure. Donc, en tout cas, naturellement, à ce stade, je voterai contre un budget où il y a toute augmentation d'impôts et je m'opposerai... Même une augmentation, par exemple, d'impôts sur les dividendes. 100 milliards distribués. Hein. Oui, parce que c'est une erreur. Vouloir... Les riches de plus en plus riches, c'est une erreur de les surtaxer. Les dividendes, c'est l'essence même du résultat des entreprises aussi. Mais d'accord, mais c'est aussi le creusement des inégalités. Le ministre de l'économie qui dit qu'il faut qu'il y ait des entreprises moins profitables. Mais on est dans une compétition internationale. Je crois qu'on est le pays qui redistribue le plus. Les 10% les plus riches en France, et être riche, les 10%, le dernier décile, paye près des 2/3 de l'impôt sur le revenu. Donc il faut arrêter. Et sur le capital, il y avait une bonne mesure qu'avait créée Emmanuel Macron, je le dis, il n'a pas tout fait, tout était loin d'avoir été remarquable dans ce qu'il a fait, mais il y a une mesure qui était utile, c'est la flat tax, notamment sur les revenus, sur les revenus du capital, parce que d'abord, ça crée une instabilité. Elle est à 30%, il ne faut pas y toucher. Non, il ne faut pas y toucher, ça créerait une instabilité fiscale, ça fragiliserait beaucoup de petits entrepreneurs aussi, qui avaient changé de statut. Bien, aux États-Unis, où on n'hésite pas parfois à taxer les super riches, hein, Donald Trump parle de l'Europe. Les pays européens nous traitent très mal, ils ne permettent pas, ils ne veulent pas acheter nos voitures et nos produits agricoles. En fait, ils ne prennent pas grand-chose de notre production. Que lui répondez-vous ce matin à Donald Trump? Vous savez, Donald Trump a été élu, il exprime un extraordinaire volontarisme politique. C'est pas un jugement de valeur. Non. Ce qu'il a fait, ça nous laisse un peu, je dirais, rêveurs, dans la mesure où nous, on est encalaminés, on n'arrive pas. Je parlais de la loi sur l'immigration. Un an après, les décrets ne sont pas toujours sortis. Il arrive en quelques minutes, il apporte des réponses. Les décrets qui sont déjà contestés devant la justice, qui sont bien. Pas ceux sur l'immigration. Ceux qui sont contestés, c'est ceux sur le droit du sol. Nous verrons bien ce que dit la Cour suprême. Mais quand même, ça traduit un volontarisme politique. Et on se dit que nous, on vit dans un système dépassé avec des acteurs politiques de notre temps. Alors, volontarisme. Mais pour revenir sur le commerce. Comment répond-on à Donald Trump? D'abord, la réponse, elle doit être dans la force française et dans la force éventuellement européenne, parce que lui dire quoi on a un géant et il faut parler, il faut tenter de parler d'égal à égal. Mais aujourd'hui, on voit bien qu'il méprise ce que l'on représente parce qu'on est faible et qu'on est impuissant. Lui, ce qu'il veut, c'est notamment nous vendre son gaz. Oui, évidemment. Moi, je préférerais qu'on achète du gaz aux Américains plutôt qu'aux Algériens. Aujourd'hui, qu'aux Russes. Aux Russes, on n'en achète plus. Si. Mais très peu, ou de façon détournée. Mais moi, par exemple, voilà, on achète du gaz, du GNL aux Algériens. Les Algériens nous insultent, nous méprisent. Pourquoi pas? Donc, on doit discuter. On doit discuter de ces questions. Je crois que Trump, il veut installer un rapport de force. Il faut lui répondre. On a des outils, je pense, pour répondre. Et il faut discuter. Mais on est dans son jeu aujourd'hui. Mais en tout cas, voilà, sur le gaz, on peut avoir une réponse. Pourquoi on achète du gaz aux Algériens qui nous insultent et qui nous humilient selon le terme même du ministre de l'Intérieur? Alors j'ai 2 dernières questions. La fin de vie, les soins palliatifs. François Bayrou souhaite 2 textes séparés. Vous êtes d'accord avec lui ou pas?
C'est sans doute une méthode pour retarder l'échéance. Moi, je suis très réservé sur ces textes et sur les dérives potentielles qu'ils impliquent. Objectivement, ça ne me paraît pas être et constituer une priorité. Non, pas une priorité, mais je vous demande si vous êtes d'accord ou pas. Personnellement, en l'état, tel que le texte avait commencé à être discuté, je ne l'aurais pas voté. Vous ne l'auriez pas voté? Je ne l'aurais pas voté. Vous préférez que les deux textes soient séparés? Eh oui. Nous verrons bien le contenu de ces textes. Tout cela est flou, mais le texte initial, texte qui avait été défendu l'année dernière, je ne l'aurais pas voté. Vous n'êtes pas favorable à l'aide à mourir? Je ne suis pas favorable à la dérive. Je crois qu'il faut aller plus loin dans la loi Claes-Leonetti, dans les directives anticipées et surtout dans la mise en œuvre, parce que c'est ça qui est défaillant, des soins palliatifs. Il y a beaucoup d'hôpitaux qui en sont dépourvus. Donc c'est ça, l'effort massif. Justement. Il doit être porté là. La loi Leonetti, elle répondait de façon très humaine avec ce dialogue avec les équipes soignantes. Moi, je sais qu'il y a un centre de soins palliatifs remarquable à Antibes, notamment dans la commune de Jean Leonetti. C'est ce type de centre, c'est lui qui l'avait voulu, qu'il faut installer partout, qu'il faut développer plutôt qu'aller sur des démarches très, très idéologiques. On sait où on commence. On ne sait pas où on finit. Je ne suis pas pour le suicide assisté, ça c'est clair. Bien, dernière question avec Ciotti. Décision de Christian Estrosi, dès cet été, les bateaux de croisière de plus de 900 passagers seront interdits dans le port de Nice. Vous avez vu ça, en fait c'est le port de Villefranche-sur-Mer, quoi. C'est de la communication. D'ailleurs, le maire de Villefranche-sur-Mer, d'abord, c'est pas une compétence de Christian Estrosi, c'est une compétence du préfet maritime. Enfin bon, il s'arroge quelquefois d'autres compétences. Les ports de Villefranche appartiennent au département, mais voilà. On ne peut pas mettre tous les bateaux dans le même lot. On va interdire l'arrivée du Ponant à Nice. Donc c'est stupide. Parce que le Ponant fait moins de 190 mètres. Je suis opposé au grand paquebot. Lorsque le département possédait le port de Nice, nous avions limité ses accès. Je pense que la mesure, elle ne peut pas être générale. Je suis hostile à ces grandes usines et ces immenses paquebots. Après, derrière, il y a toujours des questions d'équilibre et d'économie. Vous serez candidat à la mairie de Nice ? Je travaille à proposer une alternative aujourd'hui à la dégradation de ma ville. Vous serez candidat à la mairie de Nice ? À l'augmentation des impôts et je présenterai mes vœux demain aux Niçois. Je travaille à des réponses. Nous verrons bien. Non, mais vous savez. En tout cas, verrons bien. Non, vous savez. Je me prépare à l'échéance municipale. Donc vous serez candidat à la mairie de Nice. Je vous le dis. Vous permettrez, Jean-Jacques Bourdin, de le dire d'abord aux Niçois. Je ne veux pas vous faire offense. Je ne crois pas que vous êtes Niçois. Je prépare l'échéance municipale. Vous savez ce que ça veut dire. Il y a des difficultés à Nice. Il y a eu une augmentation des impôts. On parlait au début de l'intervention, de mon intervention, de l'augmentation des prélèvements obligatoires. Nice a vu la taxe foncière augmenter de 25% pour les Niçois. C'est une douloureuse extraordinaire. Tout augmente, les transports, l'eau, parce que la métropole est dans une situation, et la ville, catastrophique. L'insécurité se développe. Le trafic de drogue se développe fortement. Éric Ciotti, je suis obligé de vous interrompre parce qu'il est déjà 5 heures. Je comprends. Merci vous préparez l'échéance municipale. C'est ce que je retiens aussi. Hein. Pas que ça, mais de votre intervention. Il est 8h59, Patrick Roger, juste après les infos de 9h.